fondamentale pour nous, au sens où elle définit notre identité. Au nom du directoire et de tous les membres de l'école du parti PPACI, j'aimerais remercier le camarade vice-président, premier vice-président du parti, le Dr Asso Azou, de nous avoir associés à cette initiative qui, aussi bien dans la forme que dans son contenu, s'inscrit dans la droite ligne des offres de formation de l'école du parti. L'étude des besoins de formation a en effet révélé la nécessité pour nous de nous imprégner des valeurs qui fondent notre appartenance au PPACI. Le manifeste, en tant qu'il expose une conception, une position politique, c'est avéré pour nous de ce fait le document le plus indiqué, le premier même, celui d'où tout part et à quoi tout ramène, à quoi tout se ramène. Du moins cela devrait. Incarnant dans le domaine politique le niveau le plus élevé d'une vision politique, le manifeste du PPACI est de ce fait un condensé de la doctrine idéologique de notre parti. Un condensé dont s'inspirent toutes nos options, nos projets, nos actions, en tant que ceux-ci sont respectivement déclinés dans notre projet de société et dans notre programme de gouvernement actuel et tous ceux à venir. En deux mots comme en trois, je dirais que le manifeste trace le cadre théorique de nos choix politiques, d'où l'importance pour nous de le dévoiler. Le projet de société en définit les orientations et les ambitions, comme le programme de gouvernement établit un plan d'action pour la réalisation de l'un et de l'autre. Par-delà la visée de formation qui anime l'école du parti, la rencontre de ce jour espère nous donner à tous envie de lire et de relire le manifeste du PPACI pour mieux comprendre la vision du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, dans un contexte intra- et international qui justifie et éclaire le contenu de ce document majeur. Voilà simplement et brièvement préciser les motivations qui fondent la campagne de promotion du manifeste du PPACI et dont la manifestation de ce jour marque le lancement. En espérant sortir d'ici ravivé d'une foi nouvelle en l'avenir de notre pays, de notre continent, je nous souhaite à tous de passer un bon moment. Merci. Merci à Marie-Clémence Sadon, présidente de l'école du parti, qui vient donc de planter le décor. Monsieur le ministre Asso Azou, vous avez voulu organiser cette conférence et vous avez invité des organisations d'envergure. Vous ont dépêché ici des représentants d'envergure aussi. Nous avons déjà salué le maire Noël Akossi Benjo, vice-président, coordonnateur général du PDCI-RDA. Il n'est pas seul. Il est venu à cette conférence accompagné de M. Begré Dioman, vice-président du PDCI-RDA, haut conseiller du district d'Abidjan, que je demande de saluer. Avec lui, nous avons aussi M. Cess Daniel, vice-président au conseiller du district des Lagunes. Il est enfin pour la délégation du PDCI, toujours avec l'honorable Jean-Michel Amankou, député d'Alibré au sous-préfecture, membre du bureau politique du PDCI-RDA. Merci d'être venu. Nous continuerons cette présentation des personnalités qui nous font le plaisir, l'honneur et l'amitié d'honorer cette conférence. Docteur Asso Azou, quand nous avons reçu l'invitation à cette conférence, beaucoup se sont dit, ah mais c'est quoi le manifeste? Pourquoi présenter un manifeste maintenant, alors que nous sommes tous versés dans les partis, sans avoir connu ce manifeste? Qu'est-ce qui va se passer quand on va connaître ce manifeste? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres
que vous allez tenter de répondre et la parole est à vous. Sous les ovations du public. Merci, camarades. Camarades responsables du PPACI, camarades militants du PPACI, je vous salue et je vous remercie d'être là. Votre présence me fait chaud au cœur, parce que je me demandais si les camarades allaient venir et vous êtes là. Merci beaucoup. Camarades, je me permets de dire ainsi, responsables du PDCI RDA qui sont venus, parce qu'on a travaillé avec eux pendant des années pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie, même si on n'a pas abouti, on a travaillé longtemps, beaucoup de réunions à leur siège. Je vous remercie d'être là. Je voudrais aussi remercier les camarades syndicalistes qui sont venus. J'espère qu'on va les citer, parce que nous avons tenu qu'ils soient là. Le manifeste n'est pas réservé seulement aux militants du PPACI. C'est réservé à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. C'est un document important que chacun doit lire, même s'il n'est pas avec nous au PPACI. Je voudrais aussi remercier les hommes de la presse, parce que c'est eux qui vont faire pour que notre voix porte. C'est eux qui vont donner les éléments essentiels de cette cérémonie. Donc je vous remercie d'être venus. Donc, chers amis, le professeur Adam a parlé de conférence, le camarade a parlé aussi de conférence. Je voudrais plutôt dire un entretien. Un entretien avec vous pour que vous sachiez qu'est-ce qui est dans notre livret. C'est un petit livret. Voici. Un petit livret. Mais comme toute chose, ça a une origine. Ça a une origine. J'ai appelé ça, pour emprunter un mot des religieux, la genèse de la naissance du PPACI. La genèse. Je ne vais pas revenir très loin dans le passé, un passé douloureux pour nous, mais je partirai simplement du 11 avril 2011. En mars 2011, l'ordre avait été donné au FRC de marcher sur la ville d'Abidjan pour capturer Laurent Gbagbo, sinon le tuer. Le FRC était encadré par une coalition des forces des États africains, surtout des États de la CEDEAO, appuyé par la France et les forces des Nations Unies. Cela après plusieurs mois d'embargo, où pour nous autres qui sommes médecins, nos malades sont morts comme des mouches parce qu'ils n'avaient pas de médicaments. Cette marche macabre, effectivement, a commencé en mars, va se terminer le 11 avril avec la capture du président Gbagbo. Ensuite, son transfert au nord de la Côte d'Ivoire et ensuite à la Haye. Pendant toute cette période, ces militants se sont dispersés, d'autres étaient en prison, d'autres étaient en exil, d'autres étaient sous terre, c'est-à-dire ils étaient morts. L'objectif c'était quoi? C'est éliminer le dirigeant, éliminer ses lieutenants, éliminer ses sympathisants, instaurer la terreur pour que cette idée ne fait plus naissance en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif. En prison, vous êtes mobilisés. Et
D'abord en prison, les militants se sont mobilisés. Ici, dans la diaspora, un peu partout, pour que justice soit rendue. Et grâce à cela, justice a été rendue. Baba a été acquitté, il a été blanchi, il est revenu en Côte d'Ivoire. Mais avant de revenir, il avait entamé déjà, pour nous qui partons le voir, de réconcilier ceux qui au sein de son parti ne s'entendaient plus. Parce que la direction prenait une voie qui n'était pas la voie qu'il avait tracée. Je profite de l'occasion pour saluer l'ambassadeur Aka Emmanuel, qui a fait plusieurs déplacements entre Abidjan et Bruxelles, entre la fille et le président Gbagbo, pour réconcilier les deux, faire comprendre aux camarades Nafi qu'il est important qu'on soit ensemble. Lorsque je suis sorti du camp pénal de Boaké, j'ai suivi cette trace. Je suis allé aussi à Bruxelles et on a entamé les négociations. Je vous fais grâce de toutes les autres phases. Je ne parlerai que de la dernière rencontre qui va avoir lieu à Bruxelles. À cette rencontre, le camarade Afik Issa était accompagné de la camarade de Brigitte Pio, qui était notre représentante FPI Amel. Et la délégation que le président Gbagbo a désignée pour rencontrer Afik était conduite par notre doyen Laurent Botro, qui est là. Merci beaucoup, doyen, d'être venu. Et qui était accompagné par moi-même et par Maître Abiba Touré. La discussion a duré plus de 4 heures. Et c'est terminé sur un échec. Sur un échec. Non, on s'est séparés. Mais grâce à votre mobilisation, le président est arrivé. Il a dit qu'il était soldat. Il attend ce que vous avez dit. Et il a vu qu'il fallait faire quelque chose. C'est prêt à convoquer un comité central, si vous vous souvenez, qui s'est tenu à Trécheville, au palais de la culture. À ce comité central, avant qu'on ne commence, il appelait un certain nombre de ses camarades pour leur dire le résultat de ces dernières réflexions. Ces camarades qui sont là, je vais les citer. Il y a Dano Didier, il y a Adam Emmanuel, il y a le professeur William qui n'est pas là parce qu'il est en déplacement. Il y avait moi-même et il y avait Simone et Yves. Et il nous a dit, j'ai réfléchi, je vous propose qu'on laisse le FPI à vie. Qu'on laisse le FPI à vie. Qu'on ne réclame rien, ni le patrimoine, ni l'argent, qu'on n'aille pas en justice, parce qu'on ne gagnera pas. Peut-être même si on va en justice, c'est nous qui allons être poursuivis. Il est venu la proposer au comité central et vous avez accepté, vous avez acclamé. Donc cette idée géniale avait triomphé ce jour-là. Camarade, merci. Pourquoi on a créé le PPACI? Mais pourquoi le PPACI? Parce que ce qui nous est arrivé, on a vu, j'ai parlé tout à l'heure de la coalition internationale qui nous a convaincus. Donc ça nous montre qu'un pays africain isolé n'est rien. Sera toujours écrasé. Sera écrasé. Et j'ai été heureux d'entendre le jour où encore une autre coalition se formait pour aller massacrer nos frères et sœurs nigériens. J'ai été heureux à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne font plus. Quelle sagesse. Mais nous, on a vécu ça. On va égorger les gens. Donc le président Gbagbo a décidé, nous allons faire un parti qui va prendre en compte ce qui se passe en Afrique.
comme en 1946, nos parents réunis au bord du Yoliba à Bamako, c'est-à-dire au bord du fleuve Niger, avaient décidé de créer le Rassemblement démocratique africain avec des sections un peu partout, d'ici jusqu'à l'Afrique centrale. C'est ce qu'on a créé. Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. Donc ce parti qu'il a voulu, un problème va se poser parce qu'on n'avait plus rien, pas de fonds. Encore une fois, les militants que vous êtes mobilisés, vous avez cotisé, et pour ceux qui ne le savent pas, le congrès qui s'est tenu à l'Hôtel Ivoire, c'est 43 000 militants, sympathisants qui ont cotisé pour qu'on paye les frais de la location de la salle. Donc, le congrès s'est tenu. Et au bout de ce congrès, les militants ont fait un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est ce que j'appelle une Côte d'Ivoire sinistrée. Une Côte d'Ivoire sinistrée. Sinistrée sur le plan politique. Sinistrée sur le plan politique. Le passage de Laurent Gbagbo, on avait mis ensemble un certain nombre de choses. Mais même avant, on se souvient très bien les marches, les protestations des militants, des militantes Abidjan à l'intérieur du pays pour avoir un cadre organisationnel pour faire des élections justes, transparentes, sur des bases d'égalité. C'est ce qu'on a fait. Qu'on a proposé la création d'une série impartiale. Mais qu'est-ce qu'on constate actuellement? La CI qui est là, c'est pas la CI pour laquelle on s'est battu. On s'est battu. Le pouvoir a plus de représentants que tous les autres partis politiques réunis. Des gens qui se trouvent là-bas, ils ne représentent personne. Ils ne représentent personne. D'autres se disent responsables des partis politiques, mais ils ne peuvent pas réunir 15 personnes. Et c'est eux qui décident. Donc, camarades, ce constat est très important. Parce que tout à l'heure, je dirais pourquoi c'est important. Ensuite, un autre constat qu'on va faire que nous faisons sur le plan politique, c'est que la décentralisation que le président Gbagbo avait mis en place, qui permettait à chaque citoyen, partout où il se trouve, d'être membre d'une commune, donc s'occuper de sa vie, voir comment on développe le pays, tout a été balayé. Et en place, on a fait une déconcentration de l'administration, en multipliant les structures, les institutions. Un autre constat, que vous le savez aussi, bien que moi, parce que la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a fait cas des dépenses non justifiées, ou alors justifiées mais qui ne tiennent pas debout. Mais surtout aujourd'hui, quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, la Côte d'Ivoire devait 6 000 milliards de dollars de dettes à l'extérieur. Et les gens avaient imposé tant que Gbagbo, tu ne nous payes pas, vous n'aurez pas un franc pour vous développer. C'est pourquoi il avait mis en place une équipe dirigée par notre camarade, frère camarade Ouabré, pour faire le budget sécurisé. Il va purger cette dette, il va payer les fonctionnaires, même les fonctionnaires qui étaient en zone de rebelle. Même ceux qui étaient en zone de rebelle, qui avaient coupé la Côte d'Ivoire en deux, quand ils avaient des problèmes, on dégageait de l'argent pour réglementer. J'ai vu le ministre René Léon qui est là.
celui qui a fait déplacer les centrales électriques de Mans jusqu'à pour donner de l'électricité. Alors que les rebelles occupaient la zone, ils ne payaient ni courant ni eau. Après la fin. Les autres sont arrivés. Aujourd'hui, moi je ne suis pas spécialiste, mais on écoute les radios. La Côte d'Ivoire doit peut-être plus de 23 000 milliards. 30 000, 30 000 milliards. Imaginez-vous, un pays qui fait un budget, et son budget, et lui-même, il ne peut dégager que 30%. Le reste, c'est l'extérieur qui doit donner. C'est le crédit, la dette. Et la dette en quoi? En dollars, la dette en eurobonds. Donc vous parlez des 30 000, ça c'est ce qu'on a pris. Mais ce que les spécialistes appellent les services de la dette. Donc quand on fait les calculs, nos petits-enfants, je crois, vont continuer à payer cette dette. Donc cette dette, ce n'est pas investi dans l'industrie nulle part. Donc encore là, économiquement, financièrement, situation sinistre. Parlons du social. Le social. On a dit qu'on allait créer l'assurance maladie universelle. Ils sont arrivés, ils disent couverture médicale. Au lieu d'assurer votre, ils vont mettre un drap sur toi. Couverture médicale. La couverture médicale, chers amis, ça fait pitié quand tu te rends dans un service public. Je donne un exemple. Si vous voulez vérifier à la sortie d'ici, vous pouvez aller. Dans l'enceinte du CHU de Trécheville existe un laboratoire privé. Laboratoire privé. Moi, j'ai hospitalisé des gens. Mais je vais le matin pour récupérer les nouvelles pour aller chercher le sang du malade. Ensuite, tu viens déposer et puis tu payes. Même ceux qui s'occupent du service d'entretien, c'est privatisé. C'est privatisé. L'école, la situation aussi catastrophique. Quand on fait le point, on trouve que l'école publique compte seulement un quart des établissements qui existent. Tout le reste est le privé. Tout le reste est le privé. Privatisation de l'école, privatisation de la santé. Où on va? Donc, il ne faut pas être étonné que les Ivoiriens meurent. Maintenant, des jeunes gens qui font ABC. Des jeunes gens font ABC. Si on prend le secteur de la culture, là encore c'est très grave. On a développé l'individualisme. On a développé l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais c'est la base de tout ce qui va suivre après. Parce que c'est l'enrichissement à tout prix, même illicite. Mais quand tu parles, ils ont une phrase qui est simple, hein? Le mouton broute là où il est attaché. Là où tu es attaché, tu dois brouter. On a terrorisé ça. Ou alors, bon d'accord, c'est une minorité qui en profite. Mais les économistes néolibéraux disent c'est la théorie du ruissellement. Quand le riche mange, un peu va tomber et le pauvre le prendra. Voici la situation que nous vivons. Plus de solidarité, plus rien. Donc on peut citer, je citerai seulement un dernier
élément, c'est l'environnement. Parce que ça nous concerne tous. Et c'est assez grave. La forêt ivoirienne qui était en voie de disparition, parce qu'effectivement, on a entamé la disparition il y a longtemps, mais maintenant, ça n'existe plus. Toutes les forêts classées ont été pénétrées, les parcs ont été pénétrés. Plus rien. Et pour couvrir ça, on dit non, il faut faire l'agroforesterie. C'est-à-dire, on va nous apprendre, nous qui faisons cacao depuis longtemps, là, que c'est maintenant comme ça qu'on va faire une plantation. C'est ça qu'on va faire une plantation. L'orpaillage clandestin, l'usage des herbicides et autres poissons ont tué la terre de Côte d'Ivoire. Notre terre a été tuée. Vous ne voyez plus les vers de terre. Vous ne voyez plus les micro-organismes. Le résultat, c'est que nous mangeons est empoisonné. L'eau que nous buvons est empoisonnée. Les poissons que nous mangeons sont empoisonnés. Les animaux disparaissent. Là, c'est une urgence. C'est une urgence parce qu'il y va de la survie des peuples des Côte d'Ivoire. Il y va de la survie. Alors, c'est pour toutes ces raisons que le président Gbagbo et ses camarades se sont posé la question. Face à cela, que faire? Que faire? Face à ce désastre. Donc le parti a réaffirmé, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, d'affirmer que nous demeurons dans le socialisme démocratique. C'est ça qui est la base de notre action. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire la rébellion comme eux. On pouvait faire la rébellion. Mais le socialisme démocratique nous permet de travailler, de conscientiser les Ivoiriens, comme on disait, convaincre, mais non contraindre, pour que les Ivoiriens, au cours des élections justes et transparentes, choisissent librement leurs dirigeants. C'est ça qu'on a choisi. Et le socialisme démocratique met l'accent aussi sur le bien commun. Élément important, le bien commun. Je parlais tout à l'heure de la santé, je parlais de l'école. Pour revenir un peu en arrière, l'école, quand tu as tué l'école, tu as tué la formation des générations à venir. Pour les peuples de Côte d'Ivoire qui ont des éléments qui font la formation dans les bois sacrés, ils savent très bien que c'est là, les Européens, les bois sacrés, c'est leur école. C'est l'école où on forme des citoyens. On forme des citoyens. Donc, le président Gbagbo et ses camarades disent, c'est le socialisme démocratique qui va nous permettre, patiemment, de conscientiser les Ivoiriens, de les amener aux élections pour mettre fin à leurs souffrances. Donc, vous voyez, c'est lié en même temps à notre combat pour avoir des élections justes et transparentes. Parce que s'il n'y a pas des élections justes et transparentes, s'il n'y a pas une CI impartiale, nous ne pouvons pas reconquérir le pouvoir d'État. Et si nous n'avons pas le pouvoir d'État, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Et nous avons l'obligation de faire cela. Ensuite, le socialisme démocratique s'appuie sur la justice. Sur la justice. S'il n'y a pas de justice, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est le tribalisme, c'est le clanisme, c'est le népotisme. Nous refusons cela. Donc la justice, l'égalité, l'équité. On passe un concours d'entrer dans une des grandes écoles d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire,
regardez la liste des admis. Vous-même, vous vous tapez la tête. J'ai demandé un jour à des camarades, le père son ami est décédé maintenant, qui était de l'autre côté. Quand j'ai parlé de ça, il me dit non. Je dis non. Vous agissez comme si l'intelligence a quitté tous les territoires ivoiriens pour se mettre au nord. Dans les autres groupes, il y a plus d'intelligence. Donc la justice. Mais en même temps, la justice aussi, il faut la liberté. La liberté de penser, la liberté d'association, la liberté de s'exprimer. Si je ne peux pas m'exprimer, il n'y a pas de liberté. Dernièrement, les députés de l'opposition, PPACI et PDCI, qui étaient à l'Assemblée, ont fait des conférences de presse pour s'insurger contre une loi qui vient d'être prise et qui interdit presque aux citoyens de s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas. Donc on revient au parti unique. On revient au parti unique. Donc la justice, la liberté, des éléments essentiels. Mais en même temps aussi, il nous appartient de faire de telle sorte que sur le plan de la culture c'est important. Cette culture d'individualisme, d'enrichissement illicite à tout prix, prenne fin. Et que les Ivoiriens retrouvent la solidarité. La solidarité. Parce qu'une nation se forme dans la mesure où les habitants du pays sentent qu'ils sont solidaires entre eux. Donc l'école compte, la santé compte. C'est un des objectifs de la rue. Si chaque Ivoirien sait que je suis malade à Dorpo, mon médecin m'a vu, mais il pense qu'il faut que je sois à Bondougou, parce qu'il n'a pas les moyens qui m'envoie à Bondougou. J'arrive, le médecin de Bondougou voit, il dit ah, votre maladie, il faut aller à l'institut de cardio. Donc il m'amène à l'institut de cardio. C'est l'objectif de la rue. L'égalité entre les citoyens. Pourquoi lui doit mourir à Dorpo parce qu'il n'a pas l'argent et un autre va se soigner? Mais quand on a fait ce service, il s'est soigné, il se sent ivoirien, il sait qu'il est dans une communauté qui pense à tout le monde. Ils sont venus, ils vont faire. Alors, comme on est là, je vais citer un montagne. Et ils ont entendu Baboué qui fait l'assurance maladie. Donc, ils aussi disent, ils vont faire. Mais c'est l'histoire de l'araignée que nous appelons Babou Anazé. Babou Anazé était parti dans la forêt et il a vu un génie. Il s'est caché, il a vu que le génie a fait une natte avec feuilles de palmier. Il s'est assis dessus, il a chanté et il s'est envolé. Anazé est resté là pour attendre. Ensuite, le génie revient. Il dit, ah, d'accord, c'est comme ça, lui, il parle comme les oiseaux. Je vais faire la même chose. Il fait. Il chante. Anak se lève. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a la chanson pour monter, mais pas la chanson pour descendre. Et il est resté là. C'est la même chose. Aujourd'hui, là, je vous disais tout à l'heure, ce qui se passe. On dit santé gratuite. Mais tout ça, c'est du faux. C'est du faux. Donc, chers amis, quand on a fait ce point, on a vu, vous voyez, toutes les propositions que dans ce petit livret, vous trouverez que le PPACI propose pour nous. Mais le PPACI va au-delà. Parce que tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas souverain.
tu n'es pas souverain, tu ne peux pas. On viendra te dicter ce que tu dois faire. On vient, chaque moment tu entends, bon, il y a une réunion de mise à niveau, de renforcement des capacités. Mais aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, nous avons plein de diplômés. Nous avons plein de diplômés qui se sont formés en France, en Angleterre, aux États-Unis. Mais il faut. Quand Baba a demandé à Bourg-de-Bois et à ses amis, faites-moi un budget sécurisé. Dites comment on va payer les dettes que les autres ont laissées. Ils ont fait un budget sécurisé. On a terminé l'année avec 50 milliards d'excédents. Rien que en s'appuyant sur les moyens de la Côte d'Ivoire. Donc il faut être souverain. Il faut conduire pour notre souveraineté. Conduire pour notre souveraineté. Mais en même temps, il faut aussi qu'on pense à l'Afrique. Regardez aujourd'hui, je suis les élections en France. Ce soir. Je n'ai pas vu un candidat là-bas qui parle de nous. Sauf qu'il parle des immigrés, donc il parle de nous. Mais parler de la guerre qui se déroule en RDC, où il y a plus de 7 millions de tués, où il y a des millions de déplacés, personne n'en parle. Parler de la guerre qui se déroule au Soudan, personne n'en parle. Parler de la guerre qui se déroule auprès de nous ici, dans le Sahel. Donc il faut qu'on soit solidaire. Qu'on soit solidaire. Qu'on lutte pour l'unité africaine, comme les Kwame Nkrumah, les Judici Nyerere et autres ont lutté pour l'unité africaine. C'est quand le PPACI s'est dit, parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, pour que notre Afrique, qui a souffert, je ne vais pas évoquer l'esclavage, je ne vais pas évoquer les guerres qui se sont déroulées en Europe où on est venu nous prendre pour aller sur les fronts. Et après, on a massacré les gens à Tiaroy, au Sénégal. Donc c'est ça. C'est le combat des générations actuelles. C'est le combat des jeunes, qu'ils soient garçons ou filles. C'est votre combat pour libérer notre continent. Je vous remercie. Ah, je crois qu'il mérite un peu plus d'ovation. Merci beaucoup à vous, Dr Aswadou. L'araignée a fait ses incantations comme le génie. Il n'est pas resté suspendu en l'air. Pour descendre, il a insulté la natte du génie. La natte s'est déchirée. Il est tombé. Et ses doigts se sont éparpillés partout pour devenir ses pieds. C'est pour ça qu'il est si écrasé au sol, comme vous voyez l'araignée. Applaudissez pour Dr Aswadou. Ceux qui ont voulu imiter l'araignée, vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de tout détruire. Ils cassent et ils recassent. Ils cassent même ce qu'ils ont construit, y compris à 18 milliards de francs CFA. Allez à Port-Louis, vous allez le constater. Merci à Aswadou de nous rappeler tout cela. Je voudrais signaler que pour assister à cette conférence, nous avons le professeur Michel Gali, politologue. Il est à Abidjan depuis le 26 juin, je crois, pour d'autres activités. Mais quand il a appris que cette conférence se tenait, il est venu donc y assister pour savoir ce que la Côte d'Ivoire peut proposer de vraiment intellectuel et de bien pour les populations africaines. Merci Michel Gali, on peut applaudir pour lui.
Parmi les invités, nous avons le secrétaire général du SINARES, le professeur Borédi. Je crois qu'il est là. Nous avons le syndicaliste étilé Raphaël Doigt du Bureau exécutif national du SINASI. Et nous avons M. Niaoré Jean-Jacques. Voilà. Merci camarades. Nous sommes à l'étape où la parole revient à l'Assemblée, aux journalistes et à toute l'Assemblée réunie, soit pour des questions, soit pour des contributions. Je suis avec Armand Boui, Ayoualou Ziza, qui va m'aider à distribuer la parole dans la salle en prenant les 5 premiers noms. Ceux qui veulent intervenir lèvent le doigt et on les prend. La team, vous venez d'écouter cette conférence du PPACI qui a été animée par le docteur Assou Adou, le vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles j'aime le PPACI et le président Laurent Gbagbo, c'est leur manière qu'ils édifient le public. C'est leur manière de prôner les valeurs. C'est la façon dont c'est-à-dire ils font dans leur parti politique. Vous savez que s'ils sont aux affaires, nous aurons des méritants qui vont travailler à leur côté. On ne dit pas qu'ils ne vont pas faire des erreurs, parce que nous faisons des erreurs tout le temps. Mais nous disons que leur fonctionnement tous les jours démontre que c'est un parti politique qui a une certaine éthique, une certaine valeur et surtout un certain amour de l'être humain. C'est ce que nous recherchons, je l'ai souvent dit. Et ceci, c'est l'incarnation de leur leader. Le président Laurent Gbagbo aime foncièrement l'être humain. Il est prêt à tout pour que l'être humain ne manque absolument de rien. Et étant comme ça, ses lieutenants, ses camarades, ses militants, tout le monde est obligé de lutter dans ce même sens-là. C'est justement à cause de son excès de bonté qu'il est tombé dans le piège d'Alassane Ouattara et de la communauté internationale. Le piège qui veut qu'il fasse toujours du bien, qu'il évite toujours la guerre et la souffrance, ce comportement lui a quasiment obligé à accepter la candidature d'un homme qui ne la méritait pas. Pas parce qu'il ne prouve pas en termes de politique, mais en termes du fait qu'il ne remplissait pas les critères pour être un candidat. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, personne ne peut montrer, avant 2000, le nom de M. Alassane Ouattara dans les listes électorales. Vous ne pouvez pas trouver son nom dans les listes électorales avant les années 2000. Pourquoi c'est seulement à partir des années 2000 que son nom a existé dans les listes électorales? Parce qu'avant, c'était quasiment impossible. Il a tout fait en tant que voltaïque. Le président Laurent Gbagbo, à cause de son amour puissant pour le peuple, pour les êtres humains, il a dit, on ne va pas continuer à s'entretuer. Vaut mieux accepter sa candidature et aller compétir avec lui. Mais c'était une grosse faute. Parce que ceux d'en face, dont Ouattara et ses amis étrangers, les Blancs en particulier les Français, attendaient tout simplement que le président Laurent Gbagbo fasse cette erreur pour porter les armes, que Gbagbo gagne ou que Gbagbo perde. Voilà pourquoi ils n'ont pas été capables d'accepter la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en France, les Français peuvent aller contre la décision du Conseil constitutionnel? Est-ce que les Français peuvent marcher sur une décision de justice? Je veux dire, les hommes politiques peuvent le faire? En Côte d'Ivoire, ceci a été permis. Nicolas Sarkozy l'a fait. Ils sont nombreux à l'avoir fait et c'est dommage. C'était ça, la preuve de la bonté de ce parti politique. Leur manière d'édifier vous démontre que s'ils arrivent au pouvoir, tout le monde sera traité au même titre. La team, dites-moi ce que vous pensez de cette conférence animée par le docteur Assou Adou.